le numérique renforce le rôle du territoire et dans la construction des identités. Si vous voulez, depuis la guerre, on a construit les identités essentiellement en termes de classe sociale. Et puis petit à petit, ce discours de classe avait remplacé le discours ancien, si vous voulez, où on était déjà dans les sociétés rurales, évidemment, on était d'abord d'un territoire. La société de classe, on a refait du territoire, les quartiers rouges, les quartiers bourgeois, etc. Mais si vous voulez, petit à petit, ça s'est défait parce qu'il n'y a plus Billancourt, il n'y a plus de grands collectifs de travail. Et puis surtout, 70% des ouvriers habitent à la campagne et l'essentiel des usines ont été éjectés des grandes métropoles parce que ça consomme des mètres carrés, etc. et que c'est polluant, il y a des camions, etc. Donc en fait, les ouvriers ne sont plus dans les villes. On l'a bien vu quand on regarde cette pandémie. Pour revenir à nos questions géographiques qui vous intéressent, on a vu 3 groupes sociaux. On a vu le groupe social des ouvriers, pas télétravailleurs, qui étaient au chômage technique au début, ils habitaient à la campagne, et eux, après, ils se sont remis à travailler. On a vu effectivement la population des gens du care et du service qui, eux, n'ont pas arrêté de travailler, mais qui, eux, habitent très loin de leur domicile parce qu'ils ont des salaires médiocres, totalement médiocres, donc ils ne peuvent pas habiter dans la métropole, ils habitent loin, et donc effectivement, c'est une deuxième géographie. Et puis, on a vu effectivement les télétravailleurs, il y a quand même 1 million de personnes qui ont quitté l'Île-de-France, certains beaucoup dans leur résidence secondaire, je ne dis pas qu'ils sont tous partis définitivement, je ne sais pas combien à la fin partiront, mais la vague est là, et la vague culturelle qui m'intéresse, c'est-à-dire la revalidation de ceux qui ne sont pas dans la métropole. Et donc, ça fait 3 groupes. Et si vous voulez, ça fait 3 politiques publiques. Vous voyez, l'autre jour, je discutais avec la ministre du Logement, je lui disais, Madame Wargon, le premier sujet, c'est que les gens du care et du service, il faut leur donner priorité dans le logement social à côté de leur emploi. Il faut arrêter de ne localiser les gens que par rapport à leur niveau de revenu. Il faut revenir à Jules Ferry. L'institutrice, l'infirmière doivent avoir le HLM de l'autre côté de la rue, de là où ils travaillent. Et donc, ce lien dans le care et le service, c'est la première question. Donner à ceux qui le veulent la proximité de la juxtaposition géographique. Parce que c'est l'enjeu absolument essentiel. Le monde ouvrier, il va profiter de cette crise. Il va y avoir de nouvelles chaînes de valeur et peu ou prou, l'industrie va plutôt progresser, même si elle est de plus en plus automatique, etc., mais elle va plutôt progresser. Et effectivement, ensuite, la troisième solution, c'est cette population qui se déplace dans le territoire, qui revalide des lieux. Et l'enjeu pour des collectivités comme vous en ce moment, c'est comment on les accueille, comment on fait pour les capter, comment on crée des tiers-lieux pour que d'un coup, ils aient l'impression… Vous savez, un tiers-lieu, c'est important parce que les gens ne veulent pas habiter, ils ne veulent pas travailler chez eux, ils veulent travailler à côté de chez eux. Les tiers-lieux, il y en a 1800 en France, dont 46% dans des villes petites. Il y en a, le reste sont dans les grandes métropoles. Je pense qu'il va y en avoir 10 000 très très vite. C'est-à-dire que les tiers-lieux, ce sont des lieux où se rencontrent la création et le coworking, où se rencontrent, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où il y a des artistes qui exposent, et ça permet aux gens qui, on loue des places, on peut faire des réunions. Ce que je retiens dans l'intervention de Jean, c'est à la fois, évidemment, je connais son goût pour le tiers-lieu, donc je comprends tout à fait et partage pour la majeure partie ce qu'il dit de l'intérêt des tiers-lieux et du fait qu'il y en aura de plus en plus, et notamment dans des endroits ruraux, puisqu'avant, on avait le modèle traditionnel de la place du village, du stade ou de l'église vers laquelle on se retrouvait, où donc on va dire peut-être le tiers-lieu pourrait prendre cette place. Néanmoins, encore une fois, ça demande une démarche. Je vais là-bas et voilà, comment est-ce que lui voit l'émergence de nouveaux modèles? C'est-à-dire, je tombe sur quelque chose, comme je tombe sur la Green Line, ou je tombais sur une sculpture ou sur un espace qui modifie mon rapport ou qui modifie mon rapport oui, à l'espace, à ma vision, qui est une interpellation en fait, du réel. Et je me dis, le tiers-lieu, oui, bien entendu, et il faut soutenir. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres interpellations possibles ou de nouvelles interpellations possibles de l'individu dans sa ville? Parce que si on imagine que chacun est dans son jardin, très bien dans son jardin, et qu'il a cette démarche d'aller dans un tiers-lieu, que devient l'espace public qui n'est pas tiers-lieu, qui n'est pas jardin, ma maison, mon jardin? Qu'est-ce qu'il devient? Un endroit de transit, un endroit vide, un endroit de circulation. Et on sait qu'il y a des questionnements des villes et des territoires sur la circulation, la place de la voiture, la place du piéton, etc. La ligne verte, moi, je suis aussi celle qui est à Nantes, je la trouve très intéressante depuis qu'ils ont créé à Nantes, etc. Je ne sais pas s'ils l'ont repris de Manhattan, j'en avais pas parlé avec Jean Blaise, donc je ne sais pas si c'est la même origine, mais ce n'est pas important. C'est effectivement que dans un territoire qu'on connaît, on peut le redécouvrir complètement autrement.
Et l'intérêt de la ligne verte, par exemple, de Nantes, que je connais très bien parce que j'ai beaucoup travaillé à Nantes, par exemple, vous rentrez dans la cathédrale et vous montez sur une échelle et vous voyez le gisant d'au-dessus, alors que d'habitude, vous le voyez d'en dessous, où il y a effectivement la tombe de Richard Cœur de Lion et de Léonard d'Aquitaine. Vous allez dans l'opéra et vous allez traverser la Seine et vous allez d'un autre côté regarder le théâtre de la Seine et pas etc. Bon, puis il y a tout le reste qui fait visiter la ville, etc. Mais c'est l'idée de déplacer le regard et de faire regarder autrement ce qu'on croit connaître déjà. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant.